Bienvenue dans Invisibility. Bonjour à toutes et à tous et bonne année. Merci de suivre le podcast sur les plateformes, les réseaux. Merci aussi à ceux qui s'abonnent, qui commentent, qui partagent, qui mettent 5 étoiles, qui m'écrivent. C'est vraiment grâce à vous que le projet trouve son chemin dans la jungle des algorithmes et se diffuse. Alors, merci. Je suis très heureuse de démarrer cette nouvelle année avec l'épique Vincent Moon, Mathieu Sora de son vrai nom, cinéaste vibrillonnant, explorateur insatiable de l'invisible, nomade, amoureux des danses cosmiques. On s'est rencontrés il y a environ 7 ans à Gérone où j'ai assisté pour la première fois à un de ses live cinéma. Il y mixait les images et les sons du projet Híbridos, les esprits du Brésil, pour lequel ils ont filmé avec Priscilla Telmont des centaines de rituels dans tout le pays. J'ai alors découvert cet incroyable personnage et son travail. Vincent Moon a commencé par filmer, il y a une vingtaine d'années, des musiciens de tous horizons pour une série appelée Les concerts à emporter, entre autres. De Bon Iver dans un salon, à Arcade Fire dans un ascenseur, en passant par PG Harvey, Sigur Rós, Lassa de Sela ou encore Bomba Stereo au sommet de Monserrate à Bogota. Puis, quittant cet univers, il a choisi de plonger dans les rituels sacrés, chamaniques, religieux du monde entier, parcourant des dizaines de pays, de villages, de villes, de plis et de replis de ce monde, sans plus s'arrêter. Cada gesto, cada instante, não há horas sagradas e horas profanas. É uma coisa única. Petite Planète, c'est le nom de son projet qu'il poursuit inlassablement avec un enthousiasme, un émerveillement, une joie qui ne s'estompe jamais. Toujours en mouvement, comme lui, ces images offrent à voir ces portails cosmiques que tant de traditions anciennes, nouvelles ou hybrides continuent d'ouvrir, sans compter ce que lui-même contribue à créer par sa simple présence. Ces live cinéma pendant lesquels Vincent Moon mixe ses milliers de films, de visages, d'éclats, de sons, en direct, sont des cérémonies à part entière. En bref, Vincent Moon est un magicien de l'instant et c'est une joie de diffuser cet échange improvisé sur un toit, un soir de solstice. Dans cet épisode, on parle, entre autres, de trance, de plantes, de vitesse, de géométrie, de nomadisme et d'anarchisme. Salut Mathieu. Merci d'être là, on y arrive. Ouais. Parce que pour attraper Vincent Moon, Mathieu Sora aka Vincent Moon, il faut être dans la danse, quoi. Il faut rentrer dans la danse et être dans l'improvisation. Et ça, c'est trop cool qu'on y arrive aujourd'hui, parce qu'on a essayé de se catcher plusieurs fois. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Je sais que je passe assez rarement à Paris, effectivement. Et là, dans ce petit précipité, on arrive à se retrouver sur un toit, le toit du consulat. Avant une belle soirée qui est en train de se préparer, on l'entend d'ailleurs un petit peu derrière, où je vais montrer quelques films d'ailleurs ce soir. Pas grand chose d'ailleurs, je vais commencer a priori surtout la soirée en ouvrant sur un petit film, une petite séquence assez incroyable en fait que je tournais en Palestine en juin dernier. Le jour où l'Iran attaque Israël, en fait, en représailles. Il y a une séquence musicale dingue qui est interrompue par les sirènes, avec toute une tension dans les regards et à la fois une sorte de joie de s'exprimer musicalement malgré tout, malgré la situation, quoi. Ouais, je commencerai avec ça ce soir et puis après il y aura beaucoup de musiciennes et musiciens et autre chose, j'imagine. Ça va être incroyable et il faut dire qu'on est entre chien et loup. Le soleil est tombé, la nuit va arriver, c'est très beau. Ce ciel. Je crois que tu es un des explorateurs de l'invisible les plus vibrants, les plus inspirants, en tout cas moi qui m'inspire le plus.
Et ce que je me demandais, c'est est-ce que cette quête que tu as un peu, moi j'appelle ça une quête de l'invisible, mais après on peut l'appeler autrement, de quoi c'est né? Est-ce que tu as le souvenir que c'est quelque chose que tu as toujours eu? Est-ce que déjà dans ton enfance tu avais ça? Est-ce que c'est né d'une curiosité ou d'une peur ou d'un rejet ou d'une envie? Enfin, c'est né comment selon toi? Merci, c'est une belle question. À la terminologie que tu utilises, c'est vrai que moi j'ai peut-être parfois plus tendance à l'appeler ça une sorte de recherche magique sur les conditions de notre réalité. Mais en fait, cette quête d'invisible, elle fait tout à fait sens pour le cinéaste que je suis en fait. Qu'est-ce que j'essaye de rendre visible et qu'est-ce que je n'essaye pas de rendre visible mais que je vais tout de même rechercher. Le chant, le hors-champ et tout ça m'intéresse beaucoup à réfléchir de cette manière-là, quoi. Mais cette quête magique, non, j'ai pas du tout grandi en fait avec dans un quelconque vraiment univers, atmosphère, ensemble de paramètres culturels, spirituels ou. En fait, je suis vraiment grandi. Je suis dans une famille qui était loin de la religion mais aussi loin des formes culturelles en fait. J'ai pas du tout appréhendé ces formes-là. Très jeune. Je me suis intéressé en fait via la musique. C'est via la musique que je m'intéresse, je dirais, au rite et à la trance. La modification d'état via effectivement musique, rythmique, sonorité, odeur ou évidemment plantes et composés. Mais je m'intéresse à cette quête de l'invisible, je dirais, il y a une quinzaine d'années, en fait, il y a 15-16 ans, je pense vraiment, où à un moment, après avoir fait un peu après m'être extirpé un peu d'un monde, d'une industrie musicale occidentale, et après avoir bossé avec pas mal de groupes dans un univers plus indé. Oui, parce que pour revenir en arrière, tu as commencé par cette entrée, enfin par la musique en fait. C'était quoi ton rapport à la musique à ce moment-là? Tu t'es mis à filmer des groupes, ça s'appelait les concerts à emporter. Mais à ce moment-là, la musique, c'était pour toi une porte d'entrée quand même, vers, je sais pas, une autre dimension peut-être déjà. Ma musique, mes premières grandes expériences musicales, c'est quand j'ai une petite vingtaine, je suis à Paris et je découvre énormément de choses d'un coup d'un seul. C'est-à-dire que j'ai pas du tout baigné dans un milieu, comme je disais, artistique en grandissant. Et c'est tard que je m'intéresse à tout ça, mais du coup je m'intéresse à tout de manière très très boulimique, je prends tout à la fois. Ce qui va créer en fait des raccourcis, des passages, des connexions très improbables qu'on t'apprend pas dans les écoles, tu vois ce que je veux dire. Et ma formation a vraiment été là-dessus, une sorte, même si j'étais plus ou moins en fac de cinéma à l'époque, en fait je sortais surtout énormément à Paris, quasiment tous les soirs pour essayer de voir des concerts, mélanger avec des expos, mélanger des projections dans les cinémas. J'ai énormément enchaîné. Et lors de ces nuits musicales, je rentrais dans des drôles d'état, en fait. Je rentrais dans des drôles d'état, je me retrouve emporté par le son. Surtout, j'aimais de plus en plus d'expériences radicales, les musiques noise, les musiques expérimentales. Les musiques improvisées, énormément. Et en fait, je me retrouvais effectivement à être de tout le public parisien, bon, qui n'a pas non plus une réputation, effectivement, se met dans tous ses états. Lui. Mais ça, là, c'est vrai, c'est dingue, hein, la différence. Par exemple, quand tu vas, je sais pas, en Angleterre ou ailleurs, c'est un autre rapport à la musique. Ouais. Non, ça court dans les veines de manière beaucoup plus naturelle, on a l'impression. Mais dans la salle, dans ces salles parisiennes, j'entrais dans des drôles d'état, quoi. Et c'est intéressant parce que, si tu veux, j'étais presque en train d'expérimenter moi-même avec. Je me souviens d'ailleurs, ça me revient à l'instant, que très souvent, je laissais pas mes affaires au vestiaire. J'avais énormément de couches sur moi. J'avais très très chaud. Mais en fait, ça participait à la mise en transe, tu vois ce que je veux dire. Et tout ça, plus évidemment la boisson, plus fumée et tout cela. Je tentais, je pense, avec l'intensité des concerts. J'étais vraiment au milieu, dans la fosse. Je foutais le dawa, quoi. Je pense que j'essaie vraiment je testais un peu une certaine résistance du réel à ma condition consciente, quoi. Et, assez naturellement en plus. Et oui, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, si tu veux, je ne sais pas d'exactement de ce qu'il s'agissait ou ce qui m'agissait, tu vois. Et puis, en fait, c'est quelques années plus tard, pas si longtemps après, quand j'ai commencé effectivement à voyager, je me suis commencé à rencontrer des musiques dites traditionnelles et en fait surtout des musiques utilisées dans des formes de rituels, de cérémonies et donc de mise en transe. Et là, je me souviens notamment principalement d'une cérémonie de Zar, Z-A-R au Caire, en Égypte, où on m'a emmené un soir. Et là, sur le moment même, j'entends dans cette salle où il y avait deux femmes qui jouaient pour une troisième femme
qui était en transe. Tout à fait sens en fait. Je me suis rendu compte que ce que je cherchais depuis des années dans ces salles, dans ce rapport musical, c'était ce rapport-là de soin avec la musique, de vibration, de porte vers diverses formes de divin peut-être. Est-ce que toi, tu t'es senti soigné par cette musique dans une certaine mesure? Je suis retourné en fait la semaine d'après dans cette même salle, dans les vieilles ruelles du Caire, et je leur ai demandé effectivement de me soigner, moi et ma caméra. Elles ont d'abord joué sans que je filme, et puis à un moment, j'étais dans un état presque à perdre conscience, j'ai pris la caméra et j'ai filmé, tu vois. Essayer de toujours trouver en fait cette limite-là, tu vois, où je suis encore apte peut-être à tenir debout, à faire le point, tu vois, à faire un cadre, quoi. Mais avec beaucoup de chance que ça marche pas non plus, tu vois. C'est quelque chose que je tentais beaucoup dans les concerts que j'allais voir. J'avais à l'époque une plus petite caméra et j'ai fait toute une série de films complètement tarés au milieu de la foule, vraiment où je valdinguais dans tous les sens et d'essayer malgré tout dans un sens c'était de capturer cette énergie, c'était pas de filmer, Le groupe. exactement avec des plans larges, des plans très clairs, le guitariste ou le batteur, c'est juste en fait de retranscrire effectivement cette énergie qui était d'être dans une foule, dans cette énergie humaine-là, avec cette musique et ces rythmiques. Et je pense que c'est ça qui m'a ensuite intéressé beaucoup à retranscrire dans le processus de documentation des cérémonies trans, tu vois. Voilà. Oui, pour moi, que ce soit avec la musique ou avec les rituels que tu as filmés après, c'est comme si tu arrivais à capter un moment d'ouverture ou comme un portail multidimensionnel au moment où il s'ouvre. Enfin, il y a un truc de cet ordre-là dans ce que tu filmes. Pas mal, pourquoi pas, je tente. Mais en tout cas, évidemment, c'est un rapport, c'est le cinéma et la transe, tu vois, forcément, quoi. Cette recherche-là, elle est fondamentale pour moi, en fait, à quel point l'outil cinématographique est aussi une technologie qui peut permettre d'atteindre des états modifiés de conscience. Et par quel biais, tu vois, par quel biais tu cherches cela, à quel rythme, à quelle fréquence d'image, tu vois. Tout cela sont des choses qui m'ont vraiment, vraiment intéressé, que j'ai exploré beaucoup ces 15 dernières années surtout, tu vois, notamment dans les formes, après j'ai développé de live cinéma, tu vois. Je sais pas si tu veux qu'on parle de ça. Ouais, on peut revenir. Donc déjà, tu passes des concerts à emporter, là tu décides un peu de suivre ta voie, tu pars filmer dans le monde entier. Plein de musiciens dans des cadres différents. Là, on n'est plus dans les concerts. Beaucoup de gens qui se considéraient pas du tout comme musiciens, en fait. Je me suis rendu compte, et ça m'a fait du bien d'ailleurs d'aller voir des non professionnels, quoi. De sortir de ce milieu, ouais. Ah ouais, carrément. Regarde, moi j'avais des mauvaises histoires, non, tu vois, dans les milieux de gens qui sont vraiment, vraiment persuadés que ce qu'ils font est plus important que les autres, quoi. Non, du coup, j'ai fait un pas de côté par rapport à tout ça. Comment se fait la bascule entre, c'est ça, le concert, la musique et les rituels et toute cette musique qui est plus, je sais pas, originelle Bon, après, si tu veux, pour moi, il n'y a pas une si grande distance, en fait. Attention, tout cela. Hein. Non, carrément pas. C'est assez intéressant parce que surtout depuis que j'ai vécu assez longtemps au Brésil, à ce moment-là, j'ai fait en 2014-2018. J'étais principalement basé au Brésil, en train de faire un long projet avec ma compagne à l'époque, Priscilla. Priscilla Telmont. Ouais, qui s'appelait Hybridos, les esprits du Brésil, le projet. Et on a documenté une centaine de rituels quasiment, c'était un grand délire. Et à cette époque-là, je me suis rendu compte de la porosité en fait, des mondes beaucoup plus. Et à la suite de cette plongée vraiment dans énormément de formes de rituels très syncrétiques, très hybrides notamment, surtout évidemment au Brésil, c'est ce que j'étais venu chercher dans ce laboratoire-là. C'est un pays quand même où ça infuse partout, quoi. Enfin, je sais pas s'il y a ça ailleurs, toute cette hybridation justement des rituels. Non, j'ai jamais vu autant poussé qu'au Brésil, avec autant de chemins possibles et autant de liberté aussi que les gens prennent les praticiens pour explorer l'invisible et collecter d'autres données, tu vois, inviter d'autres formes de Dieu à l'intérieur, tu vois. Passionnant en fait, vraiment très très loin de notre vision très cloisonnée en fait en général du sacré et du profane de notre côté, quoi. Et ça après tu le retrouves quand même cette perméabilité, je l'ai retrouvé en plein d'endroits. J'étais retrouvé en Indonésie récemment. En Indonésie, c'est quand même un pays où les rites, en fait, il y a à Java notamment, il y a encore énormément de rites animistes pré-islamiques qui sont en fait des formes populaires qui sont en constante mutation, tu vois. Donc c'est toujours intéressant de se rendre compte. L'une des évidences en fait, que tu as quand tu te confrontes un peu aux musiques dites traditionnelles, c'est qu'on ne sont pas du tout arrêtées dans le temps, quoi. C'est pas du tout des trucs du passé en fait. C'est la tradition dans le sens
sens, ça a une certaine source, effectivement, qu'on peut plus ou moins définir. Mais en fait, par-dessus, ça agrège énormément d'éléments. C'est complètement délirant. C'est des musiques qui sont beaucoup plus libres qu'on l'imagine, en fait, certains, quoi. Oui, c'est vrai qu'on s'imagine une sorte de tradition ancrée qui s'est développée dans les années, transmise, mais en fait, ça change, ça évolue, ça... Ouais, non, Comme tous les rituels, d'ailleurs, aussi. Ouais, il y aurait beaucoup à dire sur le processus de transmission, en fait, tu vois. C'est très, très intéressant parce qu'on le voit trop souvent de manière très linéaire, en fait, de génération en génération, mais en fait il y a plein d'interruptions, de raccourcis, de sauts, c'est complètement assez fascinant. Tu vois, je me souviens notamment de c'est un merveilleux documentaire sur Maria Sabina, un documentaire qu'on peut trouver désormais, ça de 79 je crois, l'année de ma naissance, elle est sur la fin de sa vie déjà, et on la voit quand même encore faire des cérémonies. Et puis à un moment, elle a ce mot fascinant, donc Maria Sabina qui est quand même vue comme une sorte de tu vois, la chamane, vraiment, on la voyait vraiment comme la chamane traditionnelle, tu vois, la dernière de lignée, comme on aime toujours les présenter. Et à un moment, elle dit ah bon, moi, mais ce que je fais, je l'ai appris des champignons, en fait. Hein. Et donc, ouais, elle a vraiment une relation très directe. Non, c'est personne qui m'a vraiment appris, c'est vraiment les champignons qui ont été mes principaux professeurs, tu vois. Oui, j'allais y venir parce que même, par exemple, avec les rituels d'ayahuasca, que tu as beaucoup exploré aussi, on a un peu cette image de la pureté des traditions et tout, mais pareil, il y a beaucoup d'hybridation, même en fonction des territoires, en Amazonie, de transmission, d'échanges. On le dit jamais assez, je pense que vraiment faire attention avec ça, quoi. Effectivement, les choses sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus mélangées qu'on l'imagine, et partout, aux quatre coins du monde, et surtout en Amazonie notamment, quoi. Et c'est fascinant, puisqu'en fait, c'est des échanges qui sont souvent très difficiles à dater, des échanges de techniques, de savoir, aussi de guerre, de pouvoir entre chamans, évidemment, qui vont s'approprier des choses d'autres. Enfin voilà, donc tout est beaucoup plus moderne qu'on l'imagine, en fait, dans le sens où le mouvement est partout, quoi, et j'aime accompagner ce mouvement. Voilà, je dirais que le cinéma que je fais, un cinéma du mouvement autour de ces recherches, de l'invisible et tout ça, quoi, quelque chose qui ne veut surtout pas statufier sur voilà ce que font ces gens. Non, The Motorist Boy tout raconte un truc pareil. Ce qui est intéressant, c'est plutôt d'ouvrir un possible et dire voilà, il se passe ceci, tu vois, qu'est-ce qu'on en fait presque, tu vois. Et donc évidemment, on entend derrière les répétitions au consulat de cette grande soirée souffle. Mais ouais, donc, juste voilà. parce que tu as parlé des champignons de l'ayahuasca, et je me demandais, est-ce que cette expérience des plantes et des champignons et de ces rituels, qu'est-ce que ça a changé, qu'est-ce que ça a transformé dans ta vie et dans ta pratique aussi? C'est intéressant parce que tu sais, j'ai commencé à faire des films il y a une vingtaine d'années, je dirais. Et j'ai toujours voulu, mais la principale, alors je vais essayer de le faire assez simplement comme ça, je dirais l'une des principales lignes de conduite que j'ai eues dès le début, c'était en fait ma vision politique du monde, quoi, basée sur l'anarchisme. Comment est-ce que je pouvais faire un cinéma anarchiste au possible, dans le sens un cinéma donc de la déhiérarchisation, je dirais, tu vois. Donc cette idée de remettre tout le monde au même niveau, tu vois. Plus personne n'est au-dessus des autres. Et donc l'idée effectivement d'amener plein de musiciens dans les rues, de sortir de scène. C'est des musiciens qui principalement, au début, c'est les premières années que je filmais, des gens qui ne jouaient que sur scène, en fait, tu vois. Et les ramener dans la rue ou dans des lieux incongrus avec... à mon avis, il y avait déjà une certaine volonté effectivement de déconstruction un peu de tout ce rapport-là à l'artiste, etc., etc. Et quelques années plus tard, du coup, je me retrouve à plonger dans diverses expériences psychédéliques. Ça a d'abord commencé en Colombie. Ah, tiens. Avec un rituel, une cérémonie de jarret à côté de Bogota. Et une nuit qui a complètement profondément changé ma vie, bouleversé mes sens et ouvert complètement une compréhension du réel qui n'a fait, je dirais, que confirmer mes choix de cinéma, en fait, quoi. Comme si tout d'un coup, effectivement cette volonté de communication du tout que j'essaie de mettre en place, c'est-à-dire que j'étais très souvent dans la rue, surtout à l'époque, moi maintenant, pour d'autres raisons, mais souvent dans la rue confronté en fait à une improvisation, un chaos ambiant, des gens qui passent, tu vois, le trouble en fait permanent. Et ma caméra souvent se déportait de l'acte musical, allait en fait lier visuellement ce mouvement d'un passant derrière qui, dans un sens peut-être allait parfois faire le lien entre la guitare et la batterie. Et en fait tout ça, essaie de jouer en fait sur tous les plans. Et dans un sens c'est un peu
En fait, c'est même très exactement ce que cette première expérience d'ayahuasca m'a fait vivre. Une expérience sur tous les plans, tu vois, où tout est connecté, en fait. Où tout est intensément connecté, évidemment, surtout dans cette forêt colombienne, là. C'était un voyage que j'ai mis des mois et des mois et des mois, en fait, à digérer, quoi. À essayer de reconstituer dans son intensité. Et il m'a juste... cette première expérience-là m'a complètement donné la conviction, la certitude qu'il fallait absolument que je continue là-dedans et qu'il fallait que j'aille voir un peu plus loin dans toutes ces formes de cérémonies pour moi-même et c'est-à-dire les expérimenter, mais aussi les filmer, quoi. Et donc très souvent les filmer en ayant expérimenté à la fois. Donc prendre de l'ayahuasca, qu'on va filmer un rituel d'ayahuasca. Donc ça me paraît incroyable. Je sais pas comment tu fais, mais... Oui, parfois ça n'a pas fait non plus. Et puis deux fois c'était fascinant, c'était vraiment se laisser porter par la force, quoi, qui te traverse à ce moment-là. Et je me suis parfois, assez souvent même retrouvé à être mon corps porté en fait par une énergie surnaturelle qui filmait à travers moi. C'était assez grandiose comme expérience, c'était très beau. Mais ça se ressent dans tes films. Et tu parlais un moment, je crois, tu as parlé de mouvement ou de tout est connecté, tout est... Enfin, moi, je me demande en fait comment... Enfin, je sais pas si tu peux l'analyser ou pas, peut-être pas du tout, mais est-ce qu'il n'y a pas une question... En fait, j'ai l'impression que tu fais corps avec ta caméra. Ta caméra, c'est toujours la même depuis très longtemps. Il y a une question de mouvement, de vitesse, de... Je sais pas, de... Qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que tu pourrais mettre des mots dessus ou pas du tout? Et au contraire, en fait, c'est justement le moment où tu lâches le mental, la conscience, que ça se joue, je sais pas. Est-ce que tu aurais une réponse à ça? Parce que ça fait quand même une vingtaine d'années que tu explores avec ça. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à capter, moi j'appelle ça ces portails multidimensionnels, mais tu vois, ces moments, ces invisibles, tout le monde ne peut pas faire ça. Est-ce que c'est le mouvement? Est-ce que je t'ai entendu dire l'autre fois que tu avais une théorie de la vitesse? Et donc je me demande, voilà, est-ce que tout ça, je sais pas, il y a des réponses là-dedans ou pas? Je l'avais l'autre fois, ça. En fait, c'est d'abord ta propre expérience que tu ressens. Ça me fait plaisir de l'entendre, évidemment. Natalia, c'est une recherche que j'essaie de mener, effectivement, d'arriver à... Mais d'arriver à quoi, en fait? C'est difficile de mettre des mots là-dessus, en fait. De quoi on parle, en fait? D'être face à un moment de cinéma qui, tout d'un coup, te transporte. Tu oublies l'espace, peut-être d'un instant, que c'est un film qui se passe devant toi. Tu réagis à ce rituel que tu as à l'écran parce que tu as vécu le même quelques ans auparavant et que tout d'un coup, ça remonte en toi. Est-ce que... Je fais un cinéma qui, je pense, laisse beaucoup de place je l'espère, aux spectateurs, pour toute une zone d'interprétation. C'est-à-dire que ce n'est pas, je pense, un cinéma didactique, surtout dans sa forme de live cinéma, hein, où là, pour le coup, j'enlève toutes les informations possibles et on plonge dans une matière organique, communautaire, sonique. Oui, parce qu'on n'a pas dit ce que c'est ta création, je connais ça nulle part ailleurs. Le live cinéma, tu as une collection de tous les films que tu as filmés dans le monde entier depuis 20 ans, que tu projettes dans des cadres divers. Et alors, tu parles de qu'est-ce qui se passe. Moi, je peux parler de ce qui se passe pour moi en tant que spectatrice à chaque fois, parce que j'ai vu beaucoup de tes live cinéma. Et je peux parler du dernier que j'ai vu quand tu revenais d'Asie, du Sud-Est et du Japon. Enfin, moi, il y a des moments, en fait, il m'arrive tout d'un coup, je me retrouve à pleurer. Et je sais pas, ça a touché quelque chose en moi d'extrêmement profond. Notamment, je me souviens de ces jeunes, je sais plus si c'est à Java ou si c'est à Bali, tu sais, qui chantent tous ensemble, tu sais, devant la caméra, face... voilà, donc... C'est les étudiants papous que j'ai filmés à Jakarta il y a un mois. Ouais, c'est incroyable. Ça donne sa dose d'émotion, cette séquence-là, en tout cas, et spécifiquement celle-là. Mais j'aime beaucoup l'idée que... Alors, je vais essayer de mettre un peu quelques mots là-dessus avec toi. J'aime l'idée que le cadre que l'on dessine sur le réel est une belle métaphore, en fait, de la manière dont on regarde le monde, en fait. Comment est-ce qu'on s'empare du monde aujourd'hui et comment est-ce qu'on lui donne un sens? À quel point on est dans un monde qui est saturé d'informations et que cette saturation d'informations, cette saturation d'input permanent nous joue des tours sur nos capacités d'imagination. Donc effectivement, j'ai le cinéma que je fais, il part en retrait de ça, il tente de retirer. Il retire en fait des possibles, des chemins trop clairement tracés ou illuminés sur exactement, comme je te disais, sur qu'est-ce qu'il se déroule en fait. Donc déjà, je pense qu'on est dans ce postulat où, en décontextualisant,
Je pense que les humains qui apparaissent à l'écran, en fait, quand toute attente nous apparaissent plus proches, peut-être. On s'y reconnaît plus facilement, en sachant pas vraiment exactement d'où vient ce visage, mais on reconnaît en ce visage quelque chose, voire quelqu'un. Et donc il y a parfois ce rapport-là où le spectateur peut-être peut se, dans un sens à sa manière, interpréter ce qu'il voit et lui donner un sens très personnel. Mais de manière encore un peu plus magique peut-être. J'aime imaginer que la manière que j'ai effectivement de filmer travaille sur une fluidité permanente, une sorte de mouvement qui n'est jamais heurté, qui est une danse constante. Je bouge tout le temps, je suis agité. Il n'y a jamais un plan fixe, il ne faut pas imaginer. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas encore ton travail, je sais pas, il n'y a pas de plan fixe, tu ne mets jamais un pied. Et effectivement, j'essaie de dessiner avec la musique un dialogue avec ma caméra qui prend beaucoup de place dans l'espace aussi. C'est-à-dire que je suis très proche des musiciens, je m'y engage physiquement, mais en fait j'additionne un peu, j'ajoute beaucoup de mon énergie à la propre performance qui se déroule, quoi. Et puis, de plus en plus ces dernières années, tout ce travail-là, évidemment que tu maîtrises de mieux en mieux, ton déplacement dans l'espace. Les voyages m'ont beaucoup aussi appris ça. Si tu me demandes qu'est-ce que tu as appris le plus en voyage, j'ai appris à me déplacer. Voyage avec les plantes, tu veux, ou voyage Non, les voyages en général, en fait. Les voyages que j'ai pu et que je continue à faire m'apprennent constamment à mieux me déplacer dans un espace, ou à être de plus en plus apte à quelconque endroit de trouver sa place et de trouver son rythme et son harmonie avec ce qui s'y déroule, tu vois. Et donc cette grande subjectivité de mon cinéma qui s'avance, qui va vers l'autre, il est aujourd'hui composé d'une manière de cadrer le monde qui, je pense, est, en tout cas, je ne sais pas si je pourrais dire c'est affiné, mais en tout cas, je me suis beaucoup focalisé dans cette direction-là, je dirais, dans la manière de penser le cinéma que je fais récemment. C'est un cinéma qui travaille surtout les assemblages de lignes et de courbes, pour en revenir à une chose vraiment, vraiment, vraiment primaire, tu vois, dans ce qui se déroule devant mes yeux, là. Que le rectangle, qui est le rectangle de cet outil, cette technologie cinématographique que j'utilise, que ce rectangle essaye de découper à chaque fois des fenêtres qui sont peut-être des alignements parfaits, des équilibres, des jeux en fait. Et je tiens le plan et puis il évolue tout le temps. Et on passe sur... Et je reviens d'un tournage à l'instant avec Sina Peigami, qui est un merveilleux joueur de tombak et modulaire. Et chez lui, c'était très beau, très très beau. Et on a fait une seule prise, c'était très juste. Et on a parfaitement joué ensemble, je pense. Et ce que je lui ai dit à la fin, je me suis vraiment focalisé principalement à essayer d'embrasser au mieux ton corps avec la machine et cet instrument pour que, en fait, se déroule quelque chose qui peut-être effectivement s'aligne sur une sorte de portail, un truc comme si tout d'un coup tu trouves des alignements parfaits. En gros, j'essaie de trouver des alignements parfaits et ça fait clac, tu vois, une sorte de et hop, tu passes à un autre, tu vois. C'est assez, c'est une manière, c'est difficile de mettre des mots dessus, mais c'est la simplicité avec laquelle j'aime travailler aujourd'hui, regarder le monde, tu vois. Essayer de trouver cette harmonie-là. Et donc d'où, j'espère, a priori, on découle beaucoup d'autres, tu vois. Ça me fait penser à des discussions qu'on a eues, parce que tu m'as souvent conseillé d'aller dans des églises, d'aller voir les vêpres. À un moment, tu as pas mal exploré ça quand tu étais en France. Je me souviens que tu m'as dit, va à Vézelay, c'est incroyable, j'avais eu une expérience incroyable à voir les vêpres là-bas. Et à ce moment-là, tu me parlais de géométrie sacrée. Je sais pas pourquoi, il y a ça, tu parles de lignes, de formes et tout. Et je me demande ce que tout ça aussi peut-être apporte, les correspondances. La référence à la géométrie sacrée, effectivement, est très juste. Et je dirais que je suis quelqu'un qui n'accumule pas beaucoup de savoir. C'est-à-dire que je les traverse, tu vois. Alors, je me suis très intéressé à cela à un moment, et puis je pense que c'est devenu plus inconscient chez moi maintenant. Mais qu'en fait, ça a sûrement marqué, effectivement, ma compréhension d'une forme de pattern originaux, une sorte de... je vais mettre des mauvais mots dessus, je vais pas être assez précis. En gros, ce que je veux dire, c'est que... pour en revenir notamment aux expériences d'ayahuasca, on atteint parfois dans l'état modifié de conscience une visualisation sonore. Ce qu'on appellera, comment tu appelles ce... Synesthésie, non ? Synesthésie. Donc l'expérience synesthétique,
synesthésique, pardon, et bouleversante. Bouleversante pour les sens. Alors, d'autant plus quand tu fais des images sur la musique. Alors, forcément, tu dis, wow, attends, il se passe un truc, il se passe quelque chose. Donc là, effectivement, je pense que c'est ça, ce que j'essaie de faire peut-être, cette connexion-là. Les images et le son, tout d'un coup, s'entremêlent. À un tel point que tu ne peux pas imaginer un sans l'autre presque, tu vois, que tu vois la musique et que tu entends ces images, tout ça résonne. Et j'essaie juste pour le moment d'essayer de manier avec ça, quoi. Et en tout cas, c'est effectivement pour le coup les psychédéliques qui m'ont peut-être mis sur cette piste-là ou inspiré vraiment profondément là-dessus. La géométrie sacrée, effectivement. Ensuite, je me suis beaucoup intéressé par rapport effectivement à l'art gothique ici en France, quand j'ai passé plus de temps en France ces quelques dernières années. Et je continue à l'explorer d'ailleurs dans énormément de coins du monde, où notamment j'étais au Japon. C'est une très belle expérience d'ailleurs de filmer dans un sanctuaire Shinto japonais. C'est génial parce que là, au niveau alignement, tu vois, dans l'espace, c'est extraordinaire. Mon cadre s'est régalé parce que t'es devant une perfection de lignes et de courbes, tu vois. Tout est juste tellement justement, parfaitement posé à sa place. Et là, ma caméra, oui, redécouvrir ça, redécouvrir le monde comme ce mandala, tu vois, et arriver à exactement le redécouper, le retrouver dans cette forme originelle, tu vois. J'essaie de faire ça un peu, ouais. Je pense à c'est au Japon aussi où c'est un moine psychédélique, enfin je sais pas, qui fait un rituel dans la forêt avec de la musique et genre il y a des déplacements dans l'espace et je me suis dit t'arrives à, c'est comme si lui traçait des lignes et ta caméra arrive à les faire vivre aux spectateurs. Enfin, moi, en tout cas, c'est la sensation que j'ai eue. C'était assez incroyable. Ouais, génial, ouais. Oui, voilà, cette précision du mouvement au Japon, elle m'a longtemps fasciné. Et j'ai replongé dans le Japon, justement, le mois d'octobre. J'ai fait beaucoup de films là-bas. J'en ai fait une trentaine, je crois. Je m'y trouve très en harmonie, effectivement, avec ma caméra, ma manière de volonté d'essayer de découper, effectivement, l'espace avec la... Je dois dire qu'il y a aussi une caractéristique de ton travail qui est assez incroyable, c'est que tout est libre de droit, tout est donné, tu ne vends pas tes films, enfin tu vis dans une totale... un système totalement parallèle au monde dans lequel on vit, où chaque création est marchandisée avant même presque, tu vois, d'émerger. Quelle est la grâce et quels sont les affres de ce mode de vie, et s'il y en a, et... Est-ce que tu vis comme ça, t'es nomade, tu donnes tes films aux gens? Je dirais que pour moi, j'ai voulu pousser l'expérience au bout, tu vois. Donc à un moment, effectivement, je me suis, en un sens, appauvri matériellement, volontairement, pour finalement gagner en fluidité, peut-être en rapidité, tu vois, cette idée-là, aussi de déplacement dans l'espace, quoi. Et la question de l'open source, pour moi, elle est fondamentale, en fait, quoi. Donc d'être rediffusé, en fait, des séquences que j'ai pu effectivement tourner aux quatre coins du monde de manière entièrement libre, me paraît en fait la chose la plus naturelle à faire. Je m'érige extrêmement contre la propriété privée et je pense que c'est effectivement une des problématiques centrales, absolument centrales à notre crise globale aujourd'hui. On en revient toujours là, en fait. Et donc j'essaie d'expérimenter un mode de vie qui tente je sais pas, d'ouvrir d'autres manières de penser cela, d'autres manières de penser l'échange, beaucoup dans une économie du troc du coup. Et cela aujourd'hui m'amène à avoir peut-être encore plus affiné mon radeau, avoir m'être délesté assez de choses pour trouver un très léger équilibre financier. Vraiment, je vis de peu, je gagne de l'argent en faisant principalement des performances de live cinéma. Et je réinvestis tout, en fait, tout le temps sur la route, quoi. Sans vraiment réfléchir, sans trop compter. Et ça me permet, à mon avis, d'avoir cette fluidité de la rencontre. Et tout est très... Idéalement, tout est de plus en plus organisé pour permettre des formes improvisées d'émerger et des choses inattendues, des rencontres improbables. Et c'est tout ça qui m'intéresse, c'est de faire un cinéma comme ça. Tu vois, un cinéma qui serait fait au jour le jour, quoi. Au jour le jour de ces rencontres-là, de documenter des actes effectivement musicaux ou dansés, des façonnements magiques de la réalité
dans tel endroit, dans tel village, en haut d'une telle tour, mais de les prendre les uns après les autres, tu vois, d'essayer de moi-même appliquer en fait un peu cette formule magique, tu vois, jusqu'où je peux aller dans une sorte d'entier abandon presque de toute forme de volonté de planifier ou d'organiser les choses en amont, quoi. Et donc c'est quasiment impossible évidemment d'arriver à cette pureté-là parce que Tu prévois quasiment rien, tu as des numéros de téléphone en poche, quelques conseils. Maintenant, tu as tellement parcouru le monde dans tous les sens, tu retournes dans les endroits qu'il y a ça, mais genre, tu prépares rien. Enfin, t'as pas de plan en tête. Non, j'aime que les films émergent comme ça, ouais, dans ce moment-là. Il y a très peu d'idées, autant aussi peu que possible. Et j'aime toujours autant faire ça, vois-tu. Et j'en suis le premier étonné, je crois. Le monde est tellement riche au niveau notamment les musiques. Hein. Je reste un immense amoureux des musiques que je peux rencontrer à travers le monde. Ça continue de changer, d'évoluer, de bouger en tous les sens, et aux quatre coins. C'était fou. Là, quand j'étais en Indonésie, j'ai découvert des musiques exceptionnelles, des reformulations de la tradition du gamelan, notamment à Bali, vers des choses stupéfiantes musicalement, et qui sont encore en lien avec les musiques de village, quoi, les musiques populaires. Il y a vraiment une puissance dans cette habileté à la musique, à retrouver, à reformuler ses racines aussi, tu vois, et à ces échanges à travers. On vit dans un monde où les choses s'échangent tellement rapidement qu'on va de toute façon voir émerger de plus en plus d'hybridations a priori fascinantes à explorer aux quatre coins du monde, tu vois. Et l'Indonésie notamment, pour moi, est vraiment une terre sans fin de recherche musicale, quoi. Une immense diversité. T'as l'impression que chaque village a son propre instrument. C'est assez grandiose. Ouais. Et je me demandais, parce que tu as tellement été partout, et l'autre fois, tu as filmé un moment au Vietnam, un truc assez incroyable. Tu as ce vieux monsieur, puis tu as d'autres musiciens, et on a presque l'impression d'entendre effectivement un chaman brésilien. Enfin, je veux dire, il y a des trucs. Est-ce qu'il y a des lignes qui se tracent? Est-ce que toi, tu vois des sortes de... Peut-être pas des géométries, mais tu vois des choses, des correspondances, des choses comme ça? Tout le temps, et en fait surtout elles évoluent. Ce qui est intéressant, c'est pour ça aussi que j'aime faire évoluer à chaque fois les live cinéma quand je les joue comme ça, et parce que les ponts que je crée sont tout le temps un peu des ponts fébriles tentés sur le moment, tu vois, et parfois effectivement ça marche, ça se connecte de manière incroyable, et je travaille effectivement beaucoup sur ces moments là dans mon montage en live où un visage quasi imperceptiblement devient un autre. Hop, tu vois, une sorte de petit acte magique comme ça, et tu perçois à peine, tu t'en aperçois peut-être quelques secondes après que tu viens de faire 5000 km, tu vois, et qu'en fait, ça continue. C'est qu'un flow, tu vois. Donc, alors évidemment, tout ça, je les mets en œuvre même, tu vois, ces correspondances, autant que possible. Et pour moi, il y a une vraie volonté de faire dialoguer, en fait, aussi ces personnes que j'ai pu croiser, évidemment, à ma manière, mais je les aime se faire se rencontrer comme ça, tu vois. Et tu as même donc créé maintenant cette résidence parce que je trouve que tu as un talent pour réunir les gens. La symphonie à Ségriès, où tu rassembles des musiciens du monde entier pour... En fait, c'est comme si tu provoquais des moments de création. C'est évidemment appliquer un peu la même méthode d'une manière différente, quoi. Tout d'un coup, en sortant un peu de l'outil cinéma, en passant à une sorte d'outil plus mise en scène, ou en fait mise en corps, mise en espace, en invitant des gens sur cette résidence, notamment effectivement continue au monastère de Ségriès. J'explore en fait la continuité de ce que j'ai pu explorer en fait ces manières de jouer de la musique à travers le monde, et aussi surtout à travers la manière dont les gens se retrouvent autour de cela, quoi, tu vois. Et donc c'est un petit laboratoire assez enchanteur, hein, je pense, pour les musiciennes et musiciens qui sont venus jusqu'ici, de retrouver une liberté de jouer ensemble, de se retrouver. En gros, le monastère de Ségriès, c'est effectivement une résidence d'une semaine où on invite une vingtaine de musiciennes et musiciens à se rencontrer, parce qu'ils ne se connaissent pas. Moi, je les connais, et un petit peu. J'ai souvent fait des films un peu avec tout le monde. Et puis là, se mettent en place des choses très improvisées sur le moment, des dialogues entre cultures, entre des horizons très différents et des formes musicales inédites. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait, d'arriver à planter encore des différentes graines de cette manière-là, tu vois. C'est vraiment la continuité de ce que je fais. On peut imaginer que j'arrête peut-être de faire des films et que je me consacre juste à ça à un moment, quoi. Je sais pas, mais j'aime encore bien filmer, j'aime beaucoup. J'avais fait un rêve, je t'avais dit, j'avais une vision où je te voyais comme un enfant de 5 ans et un sage de 97 ans. Et qu'il y avait quelque chose à apprendre de ça.
Quel est le regard porté par peut-être tes proches et même par toi-même sur tout ce nouveau corps que tu crées en permanence, hein, parce que tu te transformes en permanence. Ils regardent ça avec, je pense, stupéfaction, parce que c'est un peu délirant ce que j'ai effectivement pu parcourir d'aventures. Eux n'ont jamais bien voyagé et ils ont un regard très affectif là-dessus. Mais tu me disais quoi dans la seconde partie? Un enfant de 5 ans et un sage de 90 ans. Ouais, ça, par rapport à ça, je pense que je suis encore beaucoup plus proche de l'enfant de 5 ans. Hein. Mais qu'effectivement, c'est un équilibre idéal. Je me souviens quand j'avais rencontré Tom Zé, tu vois qui est Tom Zé, c'est ce grand monsieur, grand poète, clown musical brésilien. J'avais vraiment eu cette impression-là, ouais, exactement. Tu vois, comment maintenir cette flamme enfantine dans un corps de sagesse, quoi. Vraiment un équilibre qui m'avait beaucoup inspiré. Donc j'essaie de tendre à ça. Et ma manière, effectivement, d'aborder le monde, et avec, effectivement, du coup, cette douce maladie qu'est la vitesse, me maintient, je pense, à flot, d'une certaine superficie. En fait, ce qui m'intéresse, finalement, dans un sens, mon travail est beaucoup sur une matière magnifiquement superficielle, qui nous unirait tous, tu vois. Et je le revendique complètement. Je ne fais pas du tout le même travail qu'un anthropologue qui va passer 6 mois à rechercher dans des données incroyables. Mais c'est très intéressant, ça peut avoir beaucoup de valeur, je l'espère. Mais, une anthropologie expérimentale, enfin je sais pas, pas obligé de mettre des mots. Ouais, une sorte de recherche beaucoup plus sensorielle en tout cas, sur ce qui compose le monde. Et je pense qu'effectivement ça me maintient toujours émerveillé, quoi. D'aller découvrir des pratiques radicales. Ben, vraiment, j'ai filmé des choses très étonnantes, tellement étonnantes récemment dans ce récent voyage en Asie que... c'est sans fin, c'est vraiment, vraiment, vraiment facile. J'ai beaucoup de chance de pouvoir m'approcher de la musique autant, t'imagines, j'ai vraiment, pour un amateur de musique, j'ai vraiment, vraiment trouvé un super truc là. C'est un bon filon, quoi. Je m'amuse énormément, c'est génial. En fait, c'est pour ça que j'ai dit tu crées ta réalité. Oui, d'ailleurs, je trouve que c'est assez emblématique ton dernier voyage, mais le Japon, tu vois des musiciens complètement expérimentaux, japonais, très punk, incroyables sur scène, mais tu vois aussi des rituels très anciens. Complètement, ouais. Je m'intéresse effectivement à ça, à une sorte de tambouille magique, tu vois. Comment est-ce que, en frottant encore un peu plus, quelque chose d'étrange et étonnant peut émerger, tu vois. Je suis assez certain que c'est une belle manière de prendre la création aussi comme un vrai laboratoire, tu vois. Je voulais te demander ça au début, mais pourquoi Vincent Moon, c'est ton pseudo ? Est-ce que tu as envie de le raconter ou pas du tout ? Si tu veux, c'est assez tôt, quand j'ai commencé à faire des images, autour de l'âge de 20 ans, je faisais de la photo, que j'ai utilisé ce nom d'un coup d'un seul un peu, parce que j'étais très timide. En fait, j'étais très timide et j'arrivais pas du tout à m'afficher avec mon vrai nom. Je voulais aussi romancer quelque chose. Et je suis parti dans un livre en fait, qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, qui est Fiction de Borges. Et dans une des nouvelles, en fait, il y a cette figure de Vincent Moon, qui est une figure, en fait, pour ceux qui connaissent la nouvelle, plutôt figure du mal, clairement, tu vois, du traître en fait. Et je me suis affublé de ce masque-là. Et ça m'a permis, je pense, de me libérer de quelque chose, tu vois, à un certain moment. Et puis finalement, je l'ai gardé, ça sonnait bien, c'était assez simple là, de voyager avec ça. Et voilà l'histoire. Je suis retombé sur la tombe de Borges à Genève. Il est enterré à Genève récemment. C'est fascinant, c'est une tombe mystère. C'est une sorte de tombe à déchiffrer. C'est incroyable. C'est encore ce rapport-là de rejouer avec l'idée du réel, tu vois. Alors pour terminer, je demande ça à tous mes invités, tu as répondu de plein de manières, mais c'est quoi tes rituels à toi pour rester connecté à cet invisible ? Évidemment, c'est ce mouvement, cette caméra, ce cinéma, mais est-ce qu'il y a des choses que tu cultives au quotidien peut-être ? Des livres, des endroits, des relations, je sais pas. J'ai une vie extrêmement mouvante, extrêmement. Il m'arrive très rarement de passer plus de 2 ou 3 jours au même endroit, dans le même espace. Et parfois, sur certaines périodes, j'implémente dans ma vie diverses formes de rituels, d'habitudes, qui passent par diverses formes de prières, de choses comme ça, mais qui se réinventent tout le temps. Parce que j'ai l'impression que j'ai pas le choix. Je suis obligé de réinventer tout le temps. Il se passe tellement de choses
que, évidemment, j'ai la nécessité de m'accrocher à une certaine stabilité, mais en fait, cette stabilité-là, elle aussi, elle est en mouvement, quoi. Alors, je me laisse aller dans une sorte de mouvement constant, d'approche spirituelle qui a clairement trait au bricolage, et qu'en fait, en sachant que au bout du truc, ma manière effectivement de prier, de me connecter, de contempler, de méditer, et d'être dans un profond rapport de transe avec le divin, c'est de faire des films, effectivement. C'est d'être avec ma caméra dans les mains et de danser autour de merveilleux musiciens, ou c'est de me retrouver avec mon petit pad et mon ordinateur et en train de remixer en direct tous ces enregistrements. Et là, c'est les vrais moments magiques que j'explore. Alors, je pense pas que je vais former une grande église, mais j'aime beaucoup explorer ce tunnel-là. Moi, je suis une grande adepte donc, de cette église expérimentale. Merci beaucoup. Et c'est quoi là tes prochaines destinations, tes prochains déplacements? Je vais passer, en début d'année, je vais passer un peu de temps en Amérique centrale, Guatemala, peut-être Colombie, qui sait. C'est assez flou en fait, je crois que je suis très ouvert. Je crois que j'aimerais beaucoup aller explorer les musiques au Cap-Vert, sous peu, je suis jamais allé. Je pense que c'est un pays d'une grande richesse. J'ai passé beaucoup de temps à Lisbonne ces derniers temps. Je me suis reconnecté beaucoup à ces musiques de là-bas. D'ailleurs, j'ai fait un très joli live cinéma il y a 2 semaines à Lisbonne. J'ai invité un groupe de batucadeiras, un groupe de percussion traditionnelle des femmes du Cap-Vert qui vivent à Lisbonne, et un autre groupe de musiciens traditionnels d'Angola. Merveilleux, quoi. Oh là là, c'est sans fin, c'est sans fin. Donc voilà, je continue comme ça, et puis on verra bien où ça me mène, mais je tire le fil là. Merci Mathieu, trop bien. Merci d'avoir pris ce temps malgré toute cette frénésie permanente. Je suis très très honorée. Muchísimas gracias. Gracias. Je vous recommande vivement de plonger dans les archives du site Petite Planète, régulièrement alimenté par Vincent Moon, au gré de ses déplacements et de ses rencontres. Vous y trouverez des centaines de films classés par zone géographique ou par nom, un trésor immense. Vous pouvez aussi suivre ses pérégrinations sur les réseaux, tous les liens sont dans la description de l'épisode. Et encore une fois, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager, à mettre des étoiles, à laisser des commentaires. Je me répète, mais c'est comme ça qu'Invisibili peut se diffuser et grandir. Merci de m'accompagner dans ce voyage.